La famille de mon gendre a déclaré que ma fille était décédée pendant l'accouchement. En tant qu'inspecteur, je savais qu'il mentait. J'ai fait semblant d'être anéanti, puis je suis revenu en cachette. Ce que j'ai vu cette nuit-là m'a fait passer un appel désespéré. Je n'avais que 30 jours. À 4 heures du matin, le 15 décembre, le téléphone a sonné. Une voix froide m'a annoncé que ma fille était morte. 30 ans comme inspecteur m'avaient appris à reconnaître un mensonge. Mais quand Théo Beaumont a parlé, plate, mécanique, sans émotion, mon corps s'est glacé. Chloé n'a pas survécu. Hémorragie pendant l'accouchement. Elle est partie. Partie. Ma main a fait craquer le plastique du téléphone. Par la fenêtre de mon appartement à Neuilly-sur-Seine, la neige tombait. Décembre en région parisienne. Le genre de froid qui s'insinue dans vos os. Qu'est-ce que tu veux dire par partie? Ma voix sonnait faux. Pas celle d'un père, celle d'un flic. Désolé, je dois y aller. L'hôpital. Il a raccroché. Je me suis mis en mouvement. 15 minutes plus tard, je roulais à travers la tempête sur l'A86. Un trajet de 45 minutes. Je l'ai fait en 32. La glace recouvrait les routes. Je n'ai pas ralenti. Quelque chose dans la voix de Théo avait déclenché tous mes instincts. Il n'avait pas semblé anéanti. Il avait semblé soulagé. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière surgissait de la tempête. J'ai couru. Service de réanimation, 4e étage. Escalier, 2 marches à la fois. Mes genoux de 63 ans brûlaient, mais tenaient bon. Chambre 412 devrait être... Hélène Beaumont bloquait les portes de la réanimation. La mère de Théo. Je ne lui avais jamais fait confiance. Elle est partie, Hugo. Vous devez partir. Famille immédiate seulement. Je suis la famille immédiate. Je suis son père. Théo s'occupe de tout. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Je veux voir ma fille. Ce n'est pas possible. Elle a été transférée. Théo vous appellera pour les arrangements. Arrangement. Transféré. Chaque mot sonnait faux. Quand est-elle morte? 3h47. Et Théo m'a appelé à 4h, 13 minutes plus tard. Sa mâchoire se crispa. Il était en état de choc. Quelle chambre? Nous nous sommes dévisagés. Finalement, rentrez chez vous, faites votre deuil. Elle disparut à travers les portes. Je n'ai pas quitté l'hôpital. Je suis allé au parking souterrain et j'ai attendu. J'avais regardé dans ses yeux et reconnu quelque chose. Elle mentait. À 19h, j'ai enfilé une casquette du PSG, retourné ma veste, vieille technique de surveillance, et suis rentré. La confiance, c'est 90% de toute infiltration. J'ai suivi une famille à travers le contrôle de sécurité. Chambre 412. Le rideau n'était pas tiré. Mon cœur s'est arrêté. Chloé. Vivante. Ma fille était dans ce lit, tubes et fils connectés aux machines. Sa poitrine se soulevait. Son moniteur affichait un pouls régulier. Pas morte, pas même proche. J'ai pressé ma main contre la vitre. Ma petite fille, papa est là. Monsieur Beaumont, je me suis dissimulé. Théo est une femme en blouse blanche. Votre femme est dans un état de conscience minimal, dit le médecin. C'est rare, coma profond, mais 5% de chance qu'elle entende sans pouvoir réagir. 5%, ma fille piégée, consciente, à l'écoute. Quelles sont nos options? Voix plate, froide. Après 30 jours, nous discutons du retrait de l'assistance vitale. 30 jours, poing serré contre le mur. Et elle ne peut pas nous entendre? Très probablement pas. Bien, c'est bon à savoir. Bien. Théo fixait sa femme à travers la vitre. Aucun chagrin, juste de l'évaluation. Puis il sortit son téléphone. C'est alors que j'ai entendu la voix d'Hélène, froide et glaçante. Il faut qu'on parle, quelque part en privé. Je me suis glissé dans l'alcôve de la cage d'escalier. Vieille habitude. Il se dirigeait vers une salle de conférence. La porte ne s'est pas complètement refermée. Parfait. On ne peut pas faire ça dans le couloir, dit Hélène. Quelqu'un pourrait entendre. Il n'y a personne, maman. Théo semblait fatigué. Il y a toujours quelqu'un. Une troisième voix, féminine. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as appelé. Parce que tu fais partie de ça maintenant, Camille. Camille, l'assistante de Théo, jeune, ambitieuse. Apparemment sa maîtresse. Après 30 jours, l'hôpital permet de discuter du retrait de l'assistance vitale, dit Hélène.
Légal. Propre. Personne ne pose de questions. Silence. Théo, tu veux la tuer? Je veux mettre fin à une situation qui ne profite à personne. Ce qui est dans cette chambre, c'est un corps avec un battement de cœur. Mon poing se serra jusqu'au sang. Et Hugo? Il se battra. Nous n'avons pas besoin qu'il soit d'accord, coupa Hélène. Nous lui avons dit qu'elle était morte, cercueil fermé, crémation rapide. Il habite loin, il ne saura pas. Tu veux simuler des funérailles pendant qu'elle est vivante? Camille semblait choquée. Ce n'est pas simuler si elle est déjà morte, dit Hélène. C'est une miséricorde. C'est un meurtre. C'est pratique. Camille, tu emménages immédiatement. Tu aides avec le bébé. L'assistante dévouée aidant le veuf. Au jour 30, Hugo pensera qu'elle est incinérée depuis des semaines. Je voulais foncer, mais non. L'émotion te fait prendre. Les preuves font justice. J'avais passé 30 ans à construire des cages pour des gens qui se croyaient plus malins que la loi. Et si quelqu'un découvre? Qui? Dans 30 jours, ça n'aura plus d'importance. Pause. Fais-moi confiance. J'ai pensé à tout. Chaise raclant le sol. Je me suis enfoncé dans l'alcôve. Hélène passa, confiante. Théo, pâle et coupable. Camille, essuyant ses larmes. Je suis sorti et j'ai appelé. Kiran, j'ai besoin de ton aide. En dehors des registres. Maintenant. 3 jours plus tard, j'ai enterré un cercueil vide. Et j'ai joué le rôle de ma vie. Kiran Malloy s'est présenté 2 heures après mon appel. 12 ans comme coéquipier. Il connaissait mes méthodes. Tu veux que je mette leur maison sur écoute? Toutes les pièces. J'ai besoin de tout. Hugo, si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. Ils pensent Gauss que je crois qu'elle est de la cendre. Ils vont devenir négligents. Il a hoché la tête. 48 heures. Tu en as 72? Les funérailles. Samedi 18 décembre. Froid glacial. Matinée grise, sauf que je ne faisais pas mon deuil. Je jouais. Le cimetière du Père-Lachaise, 20 personnes. Hélène et Théo au premier rang. Le cercueil vide au-dessus de la tombe. Je me tenais devant, tête baissée, épaules tremblantes. L'homme brisé parfait. Hélène s'est approchée. Je suis tellement désolé, Hugo. Fausse sympathie. Ma petite fille, elle est vraiment partie. Elle est en paix. Je l'ai laissé voir la dévastation attendue. Elle a souri. Petit, satisfait. Elle pensait avoir gagné. Ce soir-là, elle a appelé. Nous organisons un rassemblement pour le bébé. Ça pourrait vous aider de voir Léa? J'ai failli rire. Merci, j'aimerais ça. La maison de l'avenue Foch brillait comme pour Noël. Au centre, Camille Dubois, tenant ma petite fille, jouant à la mer. Elle portait le cardigan de Chloé. Les invités roucoulaient. Vous et Théo formez une si belle famille. Merci. Ça a été un ajustement, mais nous gérons. Gérons. Ma fille pas encore froide, et cette femme portait ses vêtements, tenait son enfant. Je me suis avancé. C'est ma petite fille. Silence. Elle tient ma petite fille, porte les vêtements de ma fille. Ma voix se brisa parfaitement. Vous agissez comme si Chloé n'avait jamais existé. Hélène claqua des doigts. 2 agents de sécurité sont apparus. Hugo est émotif. Escortez-le dehors. Ils m'ont pris les bras. J'ai lutté juste assez. Vous êtes tous des monstres. La porte a claqué. Mon téléphone a vibré. SMS de Kieran. Tous les dispositifs installés, audio et vidéo, toutes les pièces. Je suis monté dans ma voiture et me suis permis un sourire. Quand Hélène a claqué cette porte, je ne me suis pas senti vaincu. Je me suis senti victorieux. Chaque mot, chaque crime était maintenant enregistré en haute définition. Le 28 décembre, l'inspecteur Kieran a appelé avec des nouvelles qui ont tout changé. Ma fille n'avait pas donné naissance à une petite fille. Elle avait donné naissance à 2. « Tu dois entendre ça ?» dit Kieran quand j'ai répondu. « C'est l'enregistrement d'hier. » Je l'ai mis sur haut-parleur et me suis assis à ma table de cuisine. L'audio a grésillé. Son d'hôpital, pas. Puis des voix. Le docteur Simone Archambault parlait, calme et professionnel. « Monsieur Beaumont, il y a quelque chose dont vous n'avez pas été informé pendant l'urgence. Votre femme a accouché de jumelles. Le 2e bébé a été en néonatologie. Nous l'avons appelé bébé file 2. Elle est stable maintenant et prête à... »
La voix de Théo l'a coupée, tranchante de panique. Quoi? Des jumelles? Pourquoi n'ai-je pas été informé? Nous avons essayé de vous contacter plusieurs fois. Vous avez dit au personnel de gérer les questions médicales sans vous déranger à moins que ce ne soit critique. Qui d'autre est au courant? Seulement le personnel de néonatologie impliqué dans ces soins. Une pause, puis Théo plus bas. N'en parlez à personne d'autre. J'ai besoin de temps pour réfléchir. L'enregistrement s'est arrêté. Je fixais le téléphone. 2 petites filles. L'une avait été seule en néonatologie pendant 2 semaines, pendant que tout le monde croyait qu'il n'y avait qu'un seul bébé. Hugo, dit Kiran. Il y a plus. Celui-ci date d'hier soir. Le deuxième enregistrement a commencé. J'ai reconnu l'acoustique immédiatement. La maison de l'avenue Foch. La voix d'Hélène. 2 bébés compliquent ça que tout. Les gens poseront des questions. Pourquoi le deuxième enfant n'a-t-il pas été mentionné? Où était-elle? Camille a répondu, tendue. Je n'ai pas signé pour 2 enfants. Un, c'est déjà assez difficile. Théo a demandé qu'est-ce qu'on est censé faire? J'ai un contact dans le Connecticut, dit Hélène d'un ton professionnel. Elle est désespérée pour un bébé. Pas de question. Elle paiera 100 000 $ en liquide. Silence. Puis Théo. Tu veux vendre ma fille? C'est une complication, dit Hélène. Un bébé fait de toi le veuf tragique élevant son enfant seul. 2 bébés invitent à l'examen. Ils creuseront. Ils découvriront Camille. Tout. Ta mère a raison, ajouta Camille. C'est plus propre? Autre pause. Puis Théo a dit « D'accord, organise ça ». J'ai serré le téléphone jusqu'à ce que mes jointures brûlent. 2 petites filles. Et il prévoyait d'en vendre une comme une propriété. « Hugo ?» demanda Kiran prudemment. La formation a pris le dessus, l'épreuve avant l'émotion. Laisse-les l'organiser, dis-je. Laisse-les penser que ça va se faire. Je veux chaque détail enregistré. Si on bouge maintenant, pas encore. Je suis allé à la fenêtre alors que la neige recommençait à tomber. Ils creusent leur propre tombe. Et s'ils le font vraiment, ils n'en auront pas l'occasion, dis-je. Fais-moi confiance. J'ai raccroché et je suis resté là, mon reflet me fixant depuis la vitre sombre. 2 petites filles, Iris et Violette. Des fleurs qui survivent à l'hiver. Personne ne me les prendrait. Qu'ils essaient, chuchotai-je. Qu'ils creusent plus profond. J'ai senti le poids des années se transformer en résolution. Ce n'était plus seulement du chagrin, mais du devoir. Je les protégerai avec tous les outils légaux, tous les contacts, toute once de patience que j'avais gagnée. Quoi qu'il en coûte, je finirai ça. Pour ma fille. Et pour les enfants qui lui ont survécu. Pendant 15 nuits, j'ai fait le guet pendant qu'Hélène comptait les jours jusqu'au meurtre. J'ai attendu un miracle. La 29e nuit, ma foi a été récompensée. Tout a commencé le 29 décembre, le jour après avoir appris l'existence des jumelles et le plan de vendre l'une de mes petites filles comme du bétail. Je ne pouvais pas encore les arrêter, pas sans preuve de la transaction, mais je ne pouvais pas ne rien faire non plus. Alors, chaque nuit à 23 heures, je retournais à l'hôpital. Je portais différents déguisements, une casquette du PSG une nuit, des lunettes de lecture et un coupe-vent la suivante. La sécurité surveille les schémas, pas les visages. Tant que le schéma changeait, je restais invisible. Je me glissais devant le personnel de nuit, prenais les escaliers jusqu'au 4e étage et me tenais devant la chambre 412. Je parlais à ma fille, à travers la vitre. « Papa est là, ma petite fille », chuchotai-je. « Je me bats pour toi. Pour tes filles, Iris et Violette, de beaux noms pour de belles filles. » Les machines bipaient régulièrement. Chloé ne bougeait pas. Pourtant, je parlais. Nuit après nuit, je revenais. Je racontais des histoires. Je lui rappelais sa mère, ma femme, partie depuis 10 ans, qui aimait Chloé farouchement. Ta maman serait si fière. Elle a toujours dit que tu étais la personne la plus forte qu'elle connaissait. Le 5 janvier, j'ai senti des yeux sur moi. Une infirmière m'observait depuis le poste. Boucles sombres, yeux bienveillants. Son badge indiquait Meredith Veil. « Vous êtes son père ?» dit-elle doucement. Je me suis tendu. « Oui. Je vous vois toutes les nuits. » Elle m'a étudié. « On nous a dit que vous aviez accepté qu'elle était partie, que les funérailles avaient déjà eu lieu. » Ils ont menti. Mais vous êtes ici. Vous savez quelque chose.
Je sais que ma fille se bat. Je ne l'abandonnerai pas. Meredith a hoché la tête. Je veillerai à ce que la sécurité ne vous dérange pas. Ce que vous faites, ça compte. Elle est devenue mon alliée. Le 10 janvier, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 20 ans. Je suis entré dans la chapelle de l'hôpital. Petite, silencieuse, je me suis agenouillé maladroitement. Je ne sais pas si tu écoutes, chuchotai-je. J'ai arrêté de te parler après la mort de ma femme. J'étais en colère, mais j'ai besoin de ma fille. S'il te plaît, ma voix s'est brisée. Si tu me la rends, je ne demanderai plus jamais rien. La chapelle est restée silencieuse. Pourtant, elle semblait moins vide. Le 13 janvier, 23h47. Nuit 29. Je pressais ma paume contre la vitre froide. 2 jours de plus. Ils pensent avoir gagné. Ils prévoient de signer des papiers, de débrancher les machines, de t'effacer. Mais nous allons les surprendre. Puis je l'ai vu. L'index droit de Chloé a tressailli. Je me suis figé. J'ai regardé. Il a bougé à nouveau. Les larmes ont brouillé ma vision. Chloé, si tu m'entends, bouge-le encore. Son doigt a bougé. Lent, délibéré. J'ai frappé le bouton d'appel. Meredith est accourue. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a bougé. Elle a répondu. Meredith a vérifié les constantes, examiné sa main. Oh mon Dieu, vous avez raison, elle répond. Appelez le docteur Archambault. À 1h30 du matin, le docteur Simone Archambault est sorti, les yeux brillants de quelque chose que j'avais presque oublié. Espoir. Monsieur Moreau, dit-elle doucement, votre fille a ouvert les yeux, elle vous demande. J'ai senti mes genoux faiblir, des années de peur se déversant d'un coup. Les lumières du couloir semblaient plus chaudes, l'air plus facile à respirer. Pour la première fois depuis ce terrible coup de téléphone, l'avenir s'est entrouvert. Elle n'était pas partie. Elle était toujours là, se battant encore. Et je n'étais plus seul. À 2h17 du matin, le 14 janvier, exactement 30 jours après qu'il l'avait déclarée morte, ma fille a ouvert les yeux, a murmuré mon nom, et nous avons tendu le piège. Je me suis précipité dans la chambre. Les yeux de Chloé étaient ouverts, les larmes coulant sur son visage, mais elle était éveillée, vivante, consciente. Papa. Sa voix était rauque, à peine un murmure, mais c'était le plus beau son que j'avais jamais entendu. J'étais à son chevet en 2 pas, prenant sa main avec précaution. Je suis là, ma chérie. Je ne suis jamais parti. Je t'entendais? Plus de larmes. Toutes les nuits, tu me parlais. Ma gorge s'est serrée. Tu pouvais m'entendre? Elle a hoché la tête faiblement. J'ai tout entendu. Théo, Hélène. Ils voulaient me tuer, ils allaient... Elle s'est étranglée sur les mots. Je sais. J'ai serré sa main doucement. Je les ai entendus aussi. J'ai rassemblé des preuves pendant 30 jours. Ses yeux se sont écarquillés, se concentrant sur moi avec une intensité désespérée. Mes bébés? Où sont mes bébés? En sécurité, les 2. J'ai vu la compréhension s'éveiller sur son visage. Tu as 2 filles, Chloé, des jumelles, Iris et Violette. 2? Le choc s'est enregistré à travers sa faiblesse. Je ne savais pas. Ils te l'ont caché, et ils prévoyaient de vendre Violette pour $100 000. La fureur a flambé dans ses yeux malgré son épuisement. Sur mon cadavre. C'était leur plan, dis-je sombrement. Mais nous allons les arrêter. Le docteur Archambault est entré, a vu Chloé éveillée et s'est figé. C'est remarquable. Je dois signaler cette récupération à... Attendez. Je me suis levé, me tournant vers elle. À quelle heure sont-ils censés venir aujourd'hui? Elle a vérifié sa tablette, confuse. 10 heures. Ils ont un rendez-vous pour discuter de l'arrêt de l'assistance vitale. Mais maintenant qu'elle est... Parfait. J'ai regardé l'horloge murale. 2h30 du matin, 7h30. Docteur, pouvez-vous garder ça secret jusqu'alors? Monsieur Moreau, je ne comprends pas. Ils viennent pour tuer ma fille. Je veux qu'ils entrent et la trouvent éveillée. Pouvez-vous faire ça? Le docteur Archambault a regardé entre moi et Chloé. Ma fille a hoché la tête faiblement. Oui, dit lentement le docteur Archambault. Oui, je peux faire ça. J'ai sorti mon téléphone, appelé Kieran. Il a répondu à la première sonnerie. C'est pour aujourd'hui.
Sois à l'hôpital à 9h45. Amène 2 officiers, en civil. Chambre 412. Elle est éveillée? Elle est éveillée et elle est prête à leur faire face. Les 7 heures suivantes ont rampé. Le docteur Archambault a gardé le personnel infirmier minimal, leur a dit que Chloé subissait des tests. Kieran est arrivé à 9h50 avec 2 inspecteurs que je reconnaissais de mon ancien commissariat. Ils se sont positionnés dans la salle de stockage adjacente, porte entr'ouverte, prêts. À 9h55, nous avons aidé Chloé à s'asseoir légèrement dans le lit. Elle était encore faible, toujours connectée au moniteur, mais ses yeux étaient clairs et alertes. Je me suis tenu à ses côtés, bras croisés. À exactement 10 heures, nous avons entendu des pas dans le couloir. La voix d'Hélène, froide et professionnelle. « Finissons-en !» La porte s'est ouverte. Hélène est entrée en premier, impeccable dans un tailleur noir, portant un dossier en cuir. Théo a suivi, son visage tiré et pâle. Camille est arrivée en dernier, serrant un sac à main de designer comme un bouclier. Tous les 3 tenaient des papiers. Documents d'arrêt d'assistance vitale, j'ai appris plus tard. Hélène a levé les yeux. C'est figé. Chloé l'a fixé directement, éveillée, consciente, vivante. Les papiers de Théo ont glissé de ses mains, se dispersant sur le sol. Camille a halté, trébuchant en arrière dans le cadre de la porte. Le silence s'est étiré. 5 secondes. 10, j'ai observé leur visage passer par le choc, la confusion, puis l'horreur naissante. « Surpris ?» dis-je calmement. Hélène s'est reprise la première, son visage se durcissant. « C'est impossible. Tu étais morte. » La voix de Chloé était faible mais ferme. « Désolé de te décevoir. »« Comment ?» balbutia Théo. « Depuis combien de temps suis-je éveillée ?» termina Chloé. « Assez longtemps. Assez longtemps pour entendre mon père me raconter tout ce que vous aviez prévu. Assez longtemps pour savoir que vous vouliez vendre ma fille. » Les yeux d'Hélène se sont tournés vers moi. Fureur froide remplaçant le choc. « Vous !» Je me suis avancé et, pour la première fois en 30 jours, j'ai souri. « Surpris ? Vous ne devriez pas l'être. Je suis inspecteur, et les inspecteurs ne perdent pas. » Ils pensaient être malins. Ils pensaient avoir couvert leurs traces. Ils ont oublié une chose. J'avais passé 30 ans à mettre des criminels derrière les barreaux. Et cette affaire, celle-ci, était sans faille. Hélène s'est reprise en premier, le choc se durcissant en calcul froid. « Ça ne change rien, » dit-elle. Elle est éveillée, mais toujours mentalement incompétente. Nous avons une procuration médicale. La porte s'est ouverte. L'inspecteur Kieran Malloy est sorti de la pièce adjacente, insigne levé. 2 officiers en uniforme ont suivi. « Hélène Beaumont, Théo Beaumont, Camille Dubois », dit-il posément. « Vous êtes en état d'arrestation ?» Le visage de Théo s'est vidé de son sang. « Quoi ? C'est insensé. Vous êtes accusé de complot en vue de commettre un meurtre, tentative de trafic d'enfants, fraude, maltraitance de personnes âgées et complot en vue de violer les droits des patients, » continua Kieran. « Je n'ai rien fait, » hurla Camille. Le regard d'Hélène s'est tourné vers moi. « Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. » J'ai retiré ma tablette et l'ai connectée à la télévision de l'hôpital. « Vraiment ? » demandai-je. « Laissez-moi vous montrer à quoi ressemblent 30 jours de surveillance. » L'écran s'est illuminé. Enregistrement 1. 15 décembre. Hôpital. La voix d'Hélène a crépité dans les haut-parleurs. Calme, clinique. Après 30 jours, nous débranchons tout. Légal. Propre. Théo a répondu « Et Hugo ?» Hélène a dit « Nous lui disons qu'elle a été incinérée. » J'ai mis l'extrait en pause. Vous avez planifié la mort de ma fille pendant qu'elle se battait pour vivre à 3 mètres de vous. Théo fixait le sol. Enregistrement 2. 18 décembre, résidence avenue Foch. Des images vidéo ont défilé. Une fête. Camille portait le cardigan crème de Chloé, celui que je lui avais offert des années auparavant. Elle tenait Léa, souriant. Une femme a dit « Vous et Théo formez une si belle famille. » Camille a répondu « Merci, ça a été un ajustement. » Ajustement, répétai-je. Vous avez emménagé dans sa maison, porté ses vêtements, tenu son enfant et accepté des éloges pendant qu'elle gisait dans le coma. Camille sanglotait. Je ne savais pas. Enregistrement 3.
28 décembre, salle de consultation de l'hôpital. Le docteur Archambault parlait. Votre femme a accouché de jumelles. Le deuxième bébé est en néonatologie. Théo a demandé « Qui d'autre est au courant ?» Seulement le personnel. N'en parlez à personne, a coupé Théo. J'ai arrêté l'enregistrement. Vous avez caché votre propre fille parce qu'elle était gênante. Enregistrement 4. Même jour, salon avenue Foch. La voix d'Hélène est revenue. J'ai un contact dans le Connecticut. 100 000 $ en liquide. Théo a demandé « Tu veux vendre ma fille ?» C'est une complication, a répondu Hélène. Une pause, puis Théo a dit « D'accord, organise ça. » Un officier a secoué la tête. « Vous alliez vendre ma petite fille de 6 jours ?» dis-je. « C'est un piège, » claqua Hélène. « Non, » répondis-je calmement. Chloé a installé des caméras de sécurité il y a des mois. Elle possédait la maison. Les enregistrements sont légaux. Vous avez simplement oublié qu'ils existaient. J'ai touché la tablette à nouveau. Les relevés bancaires montrent que Théo a retiré 50 000 € des comptes de Chloé pendant qu'elle était inconsciente. Les relevés téléphoniques montrent qu'Hélène a passé 47 appels à un acheteur du Connecticut. Elle est déjà en garde à vue. Le visage d'Hélène a pâli. Nous avons également des déclarations sous serment du personnel hospitalier décrivant votre comportement et votre mépris pour la vie de Chloé. Je les ai regardées. J'ai construit des dossiers pendant 30 ans. Je sais comment faire tenir les preuves. Et celle-ci tiendra. Théo s'est effondré sur une chaise. « Maman, tu as dit que ça marcherait ?»« Tais-toi !» hurla Hélène. Camille sanglotait de manière incontrôlable. « Je ne savais pas pour la vente du bébé, je le jure. »« Silence !» aboya Hélène. L'inspecteur Malloy s'est avancé et a lu leurs droits. Hélène s'est tournée vers moi. « Vous pensez avoir gagné ?» Avant qu'elle ne finisse, la voix de Chloé a tranché la pièce. Faible, claire. « Vous vouliez me tuer, dit-elle, pour prendre ma vie, mes enfants, ma maison. » Les larmes coulèrent sur son visage. J'ai tout entendu. Chaque mensonge, chaque plan. Elle a pris une respiration. « Je suis vivante, et vous vous en souviendrez en prison. » J'ai posé ma main sur son épaule. « Vous avez sous-estimé l'amour d'un père, dis-je. C'était votre erreur. » Les officiers les ont menottés. Théo n'a pas résisté. Camille sanglotait. Hélène est restée silencieuse. Alors qu'ils atteignirent la porte, Hélène s'est retournée. Sa haine avait disparu. Seule la réalisation demeurait. La porte s'est refermée, la pièce était silencieuse. J'ai regardé ma fille, vivante. « C'est fini, » dis-je doucement. Et pour la première fois, ça l'était vraiment. Cet après-midi-là, l'infirmière Meredith a amené mes petites filles rencontrer leur mère pour la première fois. 3 mois plus tard, j'ai assisté au jugement d'une manière qui rendait chaque moment de ces 30 jours d'enfer valable. Après les arrestations, après que le chaos se soit calmé, le docteur Archambault s'est approché doucement. Je pense qu'il y a 2 petites filles qui ont besoin de rencontrer leur maman. J'ai hoché la tête, incapable de parler. 30 minutes plus tard, l'infirmière Meredith Vale a poussé 2 isolettes dans la chambre. À l'intérieur dormaient 2 minuscules bébés, identiques jusque dans les fossettes de leur menton, inconscientes de combien leur vie avait-elle failli être prise. Chloé a haleté. « Mes filles, mes filles !» Les infirmières les ont soigneusement soulevées, d'abord l'une, puis l'autre, et finalement les ont placées ensemble dans les bras de Chloé. Elle a tenu Iris et Violette contre sa poitrine, sanglotant ouvertement, embrassant leur petite tête. « Je suis votre maman, » chuchota-t-elle. « Je suis là. » Je me tenais à ses côtés, les larmes tombant. « Elles sont parfaites, comme toi. »« Tu nous as sauvés, » dit Chloé. « Tu nous as toutes sauvées. » J'ai touché une petite main. Je les ai nommées pendant que tu dormais. Iris pour la sagesse, Violette pour la force, des fleurs qui survivent à l'hiver. « Parfait, » chuchota-t-elle. Iris a enroulé ses doigts autour des miens. Violette s'est blottie plus près de sa mère. Pour la première fois en 30 jours, la pièce semblait paisible. 3 mois plus tard, 15 avril 2025. Nous nous tenions à l'intérieur du palais de justice de Paris, sous un ciel gris. La salle d'audience était pleine. Médias, observateurs, étrangers attirés par l'histoire. Un père inspecteur, une fille presque assassinée,
des petites filles presque vendues. Chloé était assise à mes côtés, plus forte maintenant après des mois de thérapie. Le juge Roland Mercier présidait, son visage sévère et impassible. Les preuves ne laissaient aucune place au doute. Les accusés vont-ils se lever? Hélène s'est levée, rigide. Théo semblait brisé. Camille tremblait. Théo Beaumont, dit le juge. Vous êtes reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. 18 ans de prison ferme. Théo a vacillé. Hélène Beaumont, continua le juge. Cerveau de ses crimes, 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Hélène n'a pas réagi. Camille Dubois, 8 ans. Camille a sangloté. Le juge a ajouté des ordonnances de protection, la confiscation des biens et la déchéance permanente de l'autorité parentale de Théo. Le marteau a frappé. La justice était finale. À l'extérieur, les journalistes ont crié des questions. « Comment vous sentez-vous » J'ai guidé Chloé vers la voiture. Justice a été rendue. La vie a avancé. Chloé s'est rétablie régulièrement. Elle a emménagé dans mon pavillon d'invités. Nous avons reconstruit sa vie pièce par pièce. Nous avons coécrit un livre, Le père qui n'a jamais cessé de se battre. Il est devenu un best-seller. Chaque euro est allé dans un fonds en fiducie pour Iris et Violette, ainsi que le produit de la vente de la maison de l'avenue Foch. Chloé a commencé à parler publiquement des droits des patients et de la protection des personnes vulnérables. Elle a demandé le divorce. Théo a signé depuis la prison. Et moi, j'ai aidé à élever mes petites filles. Biberon de minuit, couche, berceuse. À 63 ans, j'ai découvert le plus beau travail de ma vie. L'été est arrivé. Un samedi chaud, nous avons étendu une couverture sous un chêne au jardin du Luxembourg. Iris et Violette étaient assises droites, maintenant âgées de 6 mois, curieuses et brillantes. Iris étudiait un brin d'herbe. Violette riait devant un papillon. Chloé était assise à proximité, écrivant dans son journal, paisible. J'ai chatouillé le ventre de Violette. Elle a ri, pur et lumineux. « Votre maman est une battante, » chuchotai-je. « Et votre grand-père n'a jamais appris à abandonner. » Chloé m'a rejoint. « Tu nous as sauvés. »« C'est ce que font les pères, » dis-je. « Nous nous battons, nous protégeons. » Elle s'est appuyée contre moi. « Nous nous sommes sauvés mutuellement. » J'ai soulevé les 2 filles, une dans chaque bras, leurs grands yeux reflétant le ciel doré. « Ils ont essayé de nous enterrer, » dis-je doucement. « Mais l'amour ne meurt pas. » Le soleil se couchait sur Paris alors que je tenais mes petites filles et que ma fille était assise à mes côtés. Nous avions affronté le mal. Et nous avions gagné. Parce que l'amour, le vrai, le féroce amour, gagne toujours. Voilà mon histoire. Comment un grand-père est redevenu inspecteur une dernière fois. Comment 30 jours d'enfer sont devenus le combat de ma vie. Et comment Dieu m'a rendu tout ce que je pensais avoir perdu. En regardant en arrière maintenant, je vois sa main dans chaque moment. Quand j'ai trouvé Chloé vivante cette première nuit, c'était Dieu. Quand son doigt a bougé le 29e jour, c'était Dieu répondant à mes prières dans cette chapelle vide. Quand tout s'est mis en place au moment exact, ce n'était pas de la chance. C'était un timing divin. Ces histoires de grand-père que nous racontons ne sont pas que du divertissement. Cette histoire vraie m'a appris que le mal existe, mais la grâce aussi. Tout comme la rédemption. Tout comme le pouvoir d'un père qui refuse d'abandonner. Si vous lisez ceci et que vous êtes dans une situation où quelque chose semble faux, faites confiance à vos instincts. Ne soyez pas comme les gens qui ont vu les signes et sont restés silencieux. Ne soyez pas comme ceux qui ont choisi le confort plutôt que le courage. Soyez la personne qui pose des questions, qui creuse plus profond, qui se bat quand tous les autres s'en vont. J'ai appris que Dieu nous place exactement là où nous devons être, même dans les moments les plus sombres. Il m'a donné 30 ans comme inspecteur, non seulement pour résoudre des crimes, mais pour me préparer à l'affaire qui comptait le plus, sauver ma fille et mes petites filles. Cette histoire vraie n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à chaque parent, chaque grand-parent qui a dû se battre pour sa famille. Ces histoires de grand-père nous rappellent que l'amour est plus fort que le mal, que l'espoir survit même dans l'obscurité induite par le coma, et que la justice, la vraie justice, vaut la peine de se battre. À Iris et Violette, quand vous serez assez grande pour lire ceci, votre mère est la personne la plus forte que je connaisse. Et votre grand-père ?
Je ne suis qu'un vieil homme qui vous aimait, avant que vous ne preniez votre première respiration. C'est ce que les meilleures histoires de grand-père nous enseignent. N'abandonnez jamais les gens que vous aimez. Ne cessez jamais de vous battre. Et ayez toujours, toujours confiance que Dieu a un plan, même quand vous ne pouvez pas le voir. L'amour gagne toujours. Souvenez-vous de ça. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.